Je vous propose de passer à la présentation suivante. Je pense qu'elle est en visio, me semble-t-il, m'a-t-on dit dans mon oreillette, de monsieur Adrien Primerano, qui est postdoctorant en sociologie INSERM IRIS, qui va nous présenter de l'usage des catégories dans l'accompagnement d'enfants autistes, ethnographie comparée de groupes d'entraînement aux habiletés sociales en hôpital psychiatrique et en cabinet libéral. Là aussi, Monsieur Primerano, vous aurez 20 minutes. En plus, là, pour moi, c'est encore plus facile parce que je peux carrément couper la connexion Wi-Fi au bout de 20 minutes. Ça me fait dire aussi que vous avez bien compris que c'est un congrès en distanciel et que, passant de l'autre côté, je m'aperçois qu'on est à plus de 2000 connexions en ce moment en temps réel, ce qui vous met l'importance du colloque. Non, c'est plutôt 200, mais c'est déjà pas mal. J'avais mal lu, j'avais rajouté un 0, mais c'est déjà pas mal. Et donc là, l'idée pour M. Primerano, c'est juste d'essayer votre voix. Est-ce que ça fonctionne ? Vous m'entendez bien ? Je crois qu'on vous entend très bien même. Et donc on va pouvoir démarrer. Donc je vous laisse 20 minutes. Vous avez peut-être un écran à partager ? Non, je suis désolé, j'aurais que ma voix. Ben, c'est déjà très bien. Merci beaucoup. Je vous laisse 20 minutes. D'accord, merci beaucoup. Et merci donc pour l'organisation de ce colloque et pour m'avoir permis de pouvoir présenter aujourd'hui à distance. Donc une enquête qui est collective, puisqu'on est 4 à participer à cette recherche et à avoir participé aussi à l'écriture, donc avec Aurélie Tamam, Arthur Poitou et Yvan Gall. L'histoire de la psychiatrie regorge de débats et de controverses sur l'importance ou les dangers de la catégorisation entre les risques d'enfermer les gens dans des cases et l'aspect libérateur que pourrait prendre le diagnostic ou le fait de mettre les mots sur une différence. Dans les années 70, par exemple, les associations de parents ont protesté pour obtenir plus de transparence au niveau du diagnostic de leurs enfants, à une époque où de nombreux psychiatres préféraient ne pas poser de diagnostic clair, comme le montre Jacques Kochman dans l'histoire de l'autisme. Dans le champ de l'autisme, plus spécifiquement, l'usage du diagnostic a également évolué, de pair avec une multiplication des dénominations qui véhiculent des conceptions différentes. Par exemple, le trouble du spectre autistique, dit TSA, est la catégorie qui est apparue dans le DSM-5, le manuel de diagnostic de l'Association américaine de psychiatrie, qui fait référence. Donc c'est la catégorie en usage dans le diagnostic, celle qui définit un trouble et qui pose des difficultés qui y sont liées. Le syndrome d'Asperger, lui, a disparu comme catégorie spécifique avec cette arrivée du DSM-5 et apparaît comme controversé, en particulier suite au travail de l'historienne Edith Schaeffer, qui prouve des liens entre Hans Asperger et le régime nazi, dans son ouvrage Les enfants d'Asperger. La dénomination subsiste pourtant pour désigner des personnes autistes qui n'auraient pas de déficience et agit donc comme marqueur de distinction dans le spectre de l'autisme. L'appellation neuroatypique ou neurodivergent, elle, apparaît comme le résultat d'une mobilisation des personnes concernées pour sortir la catégorie d'autisme du champ du handicap et la présenter non plus comme un trouble, mais comme une différence neurologique. Les personnes neuroatypiques ont ainsi une autre intelligence que les personnes neurotypiques. Ces appellations font écho aux luttes et aux tensions inhérentes au champ de l'autisme contemporain. En s'appuyant ici sur une enquête ethnographique multisite auprès de professionnels proposant des accompagnements aux personnes autistes, nous souhaitons mettre au jour les enjeux et les tensions inhérentes au fait de nommer et de catégoriser les enfants et adolescents accompagnés, ainsi que les effets que cela produit. Nous sommes donc une équipe de 4 chercheurs qui réalisons actuellement une... Monsieur Primerano, juste vous inquiétez pas, hein, votre temps n'est pas écoulé, c'est simplement, est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu moins vite, parce qu'on a quelqu'un qui traduit en langue des signes, et ce qui est très appréciable, il faut juste qu'on lui laisse un tout petit peu le temps de pouvoir... Merci. C'est vrai que je ne le vois pas, je n'arrivais pas à m'en rendre compte, mais oui, effectivement, pas de souci. Donc, nous sommes une équipe de 4 chercheuses et chercheurs qui réalisons une enquête ethnographique à propos d'un dispositif spécifique d'accompagnement des personnes autistes, les groupes d'entraînement aux habiletés sociales, GEHS. Les habiletés sociales sont définies par les professionnels du champ comme, je cite, des comportements verbaux et non-verbaux résultant de processus cognitifs et affectifs permettant de s'adapter à l'environnement. Il s'agit donc d'un ensemble de capacités qui nous permettent de percevoir et de comprendre les messages communiqués par les autres
de choisir une réponse à ces messages et de l'émettre par des moyens verbaux et non verbaux de façon appropriée à une situation sociale. Fin de la citation. Les groupes visent ainsi à travailler ces habiletés en proposant des activités, des leçons, des jeux autour de la communication, de la construction des relations sociales, mais aussi de la lecture, de la reconnaissance et de l'expression des émotions. Ces groupes, qui peuvent mobiliser une pluralité d'approches, comme par exemple l'art-thérapie, s'appuient toutefois très majoritairement sur les théories cognitivo-comportementales, dites TCC. Ils peuvent prendre place dans différents espaces, services de pédopsychiatrie, associations non gestionnaires, cabinets libéraux de psychologues ou d'éducatrices et éducateurs, établissements médico-sociaux. C'est par ailleurs cette diversité qui nous a intéressés dans le cadre de ce travail. Saisir la pluralité de professionnels et d'espaces afin de traiter un même sujet est ainsi un des enjeux de notre recherche. Dans le cadre de cette présentation, 2 types d'espaces ont été sélectionnés. D'une part, 3 GEHS dans 2 services de pédopsychiatrie différents, qui visent des jeunes adolescentes et adolescents de 13 à 15 ans, et d'autre part... Monsieur Primerano, le micro a été... Vous avez peut-être coupé votre micro d'un coup. J'y ai pas touché, mais il s'est coupé, effectivement. Et là, c'est parfait. Je suis désolé. Je disais, d'une part, deux services de pédopsychiatrie, et d'autre part, un cabinet libéral de psychologie, au sein duquel nous avons observé 4 groupes différents, 2 de préadolescents, 10-12 ans, et plus succinctement, 2 d'adolescents et adolescents, 13-17 ans. Tous les noms de lieux et de personnes sont anonymisés, et le choix de ces 2 types d'espaces pour cette présentation tient à leur différence de perception et de pratique vis-à-vis de l'usage des catégories au prisme de l'autisme. Nous avons donc observé 2 services de pédopsychiatrie effectuant des GEHS. Dans le premier, l'hôpital de Blagny, nous avons assisté à 2 groupes au fonctionnement similaire. Ceux-ci étaient bimensuels et duraient 1h15. Ils étaient composés de 5 à 6 jeunes et étaient animés par une pédopsychiatre accompagnée d'une psychologue dans un cas et d'une psychomotricienne dans l'autre. L'atelier est construit autour de diverses activités qui prennent comme support des fiches et des écrits. Nous avons également observé un groupe à l'hôpital Henri Hey. Celui-ci, également bimensuel, durait 1h30 et accueillait 6 ados pour 3 accompagnants, une éducatrice, une neuropsychologue et un psychomotricien. Il était très axé sur le travail de la conversation et sur des exercices de discussion à l'oral. Les 2 services de pédopsychiatrie que nous avons ethnographiés sont dans un contexte hospitalier relié au service de diagnostic précoce, et les liens sont importants entre les unités diagnostiques et le recrutement au sein des groupes. C'est ce qui apparaît lors de l'entretien avec la pédopsychiatre de Blagny, qui liste 3 portes d'entrée pour ces groupes. Via un centre d'accueil thérapeutique à temps partiel où elle exerce à mi-temps et où elle pratique des diagnostics, via les centres médico-psychologiques du secteur, et enfin directement dans la population des personnes diagnostiquées sur place au sein du service de pédopsychiatrie de l'hôpital. Au-delà de la part importante du diagnostic pour l'accès au groupe, l'autisme est ainsi affirmé et discuté lors des séances. La 5e séance, observée par Arthur dans le groupe à Blagny, s'intitule ainsi « L'autisme, un handicap spécial ». Après un brainstorming autour de la question « Pour vous, l'autisme, c'est quoi ?», Lise, la pédopsychiatre, demande aux jeunes si, de leur point de vue, l'autisme est un handicap. 2 répondent oui et 2 non. Elle interroge alors un de ceux qui a répondu non, en quoi cela te limite au quotidien. L'autisme, en tant que générateur de limitation, est donc imposé dans cette définition comme handicap. Ainsi, les jeunes du groupe ont des difficultés qui les limiteraient et qui doivent être identifiées afin de pouvoir les travailler. Le groupe a un objectif que l'on pourrait désigner comme thérapeutique. Lors de cette séance, divers sujets sont alors abordés, comme la dimension héréditaire de l'autisme, ou encore des difficultés que les personnes autistes auraient autour de l'implicite, autour de la sensorialité.
La première séance du second groupe observé à Blagny, lui aussi organisé par Lise, la pédopsychiatre, s'intitule « Qu'est-ce que l'autisme ?» Elle introduit la séance de la manière suivante, je cite, « Dans le monde, l'autisme est connoté négativement. C'est une insulte dans la cour de récré, ça veut dire pour les gens des personnes isolées ou avec un retard mental. Donc globalement, on ne connaît pas la définition de l'autisme. Mais vous êtes les mieux placés pour la connaître, et c'est ce qu'on va voir, et vous allez connaître vos points forts et vos points faibles. Donc, qu'est-ce que c'est que l'autisme pour vous? Au-delà des séances portant spécifiquement sur la catégorie, il arrive régulièrement que les comportements ou les réflexions des jeunes dans les groupes soient renvoyés à l'autisme. Par exemple, alors que Lise souligne le fait que les fêtes permettent de rencontrer et connaître de nouvelles personnes, Joshua, un des jeunes accompagnés, dit « Je ne vois pas l'intérêt de les connaître ». Lise se met à rire et répond à Joshua « Tu es bien autiste ». Puis elle précise « Ce n'est pas une insulte, mais les gens non autistes aiment ça, rencontrer de nouvelles personnes, se retrouver dans des fêtes ». À Blagny, il est ainsi important que les jeunes ados s'identifient à l'autisme, que leur comportement, leur manière d'être, soient perçus sous ce prisme, identifiés comme des signes de leur autisme. L'autisme est ainsi ta différence. Il agit comme une catégorie identifiée en lien avec le contexte psychiatrique de diagnostic, mais aussi comme une identité. En comprenant l'autisme, l'individu va se comprendre lui-même. L'identité autistique tend ainsi à être réifiée, essentialisée et figée au sein des groupes. Lise appuie cette idée de la reconnaissance de la catégorie d'autisme en entretien en racontant qu'elle explique aux parents qu'il s'agira de parler d'autisme, même si ceux-ci sont craintifs ou réticents, car on ne gomme pas et que ce n'est pas tabou. Dans la réunion de parents qui précède le début des groupes dans le second service de pédopsychiatrie, en réel, la dimension de l'autisme est, une fois encore, revendiquée. Il s'agit alors de l'aborder comme un spectre hétérogène, et si chaque ado diagnostiqué est différent, il est invité à se positionner, à s'approprier cette catégorie. Elsa, l'éducatrice spécialisée, explique lors de la première réunion de parents que même si tous les ados ont le même diagnostic, chacun a une façon particulière de l'exprimer. Ils sont tous différents. Donc, une des questions qui se ressentent de ces groupes est qu'est-ce qu'être autiste pour eux? Il s'agit de donner le choix, c'est-à-dire de ne pas leur imposer une bonne manière de faire, mais de leur donner les clés de compréhension de ce qui se joue autour d'eux. Elsa précise un peu plus tard que la première dimension qui sera travaillée dans ces groupes sera la représentation de l'autisme chez les ados. L'enjeu est de se reconnaître autiste et reconnaître ses particularités. Qu'est-ce que c'est mon autisme à moi et l'autisme des autres? Au-delà même des séances à thème, un travail est effectué par téléphone lors des réunions de parents pour sensibiliser les familles à l'autisme et affirmer l'emploi du terme. Les professionnels vont ainsi, par exemple, conseiller le visionnage de séries telles qu'Atypical qui mettent en scène des adolescentes et adolescents autistes. Ce rapport aux catégories, aux troubles, permet de re-questionner, de rediscuter de manière régulière le diagnostic, d'évaluer les évolutions, de proposer des médications. Ces éléments sont particulièrement perceptibles dans les discours entre professionnels lors des bilans des séances à un réel. Ces discussions entre pros, entre les séances, permettent de mettre en exergue les difficultés, s'appuient à établir des objectifs pour chacun face à ces difficultés estimées, et à évoquer la pertinence et la nécessité d'adaptation des traitements, alors même que la question de la médication n'est presque jamais abordée en tant que telle avec les participants lors des groupes. S'intéresser à l'autisme dans les groupes vient renforcer et poursuivre la dimension diagnostique de l'autisme dans les services de pédopsychiatrie. Les GEHS en service de pédopsychiatrie s'inscrivent ainsi dans une dynamique plus large de travail de la catégorie qui inclut le diagnostic, la médication et l'évolution des troubles estimés. Cela participe alors à une réaffirmation du pouvoir diagnostique et classificatoire des services psychiatriques. Je vous emmène maintenant dans un contexte très différent qui est celui d'un cabinet libéral. Donc le cabinet libéral Jouer ensemble, il prend place dans un quartier particulièrement aisé d'une grande ville française, dans des locaux spacieux et lumineux, accolés à une cour intérieure verdoyante. Il s'agit d'un cabinet dirigé par une psychologue,
spécialisés dans les habilités sociales. De multiples groupes ont lieu toute la semaine, coordonnés par l'une des psychologues travaillant pour le cabinet, le plus souvent sous la supervision de la directrice. De très nombreux stagiaires de master, notamment en psychologie, complètent l'équipe professionnelle. Les groupes d'une heure et demie accueillent entre 5 et 7 participants pour au moins 3 professionnels. Ils débutent toujours par un temps de discussion avant d'enchaîner des jeux et des activités, parfois proposés par des intervenants extérieurs autour de la musique ou du yoga par exemple. Ici, ni table, ni écrit, pas de leçons et beaucoup de mouvements. Donc la directrice, Angeliki, est une psychologue formée à l'autisme, et notamment en méthode comportementalo-cognitive, dont Teach, l'une des plus célèbres. Sa communication sur Internet vise directement les personnes SA entendre syndrome d'Asperger. Pour autant, elle explique ne pas mobiliser les catégories d'autisme ou d'Asperger ou même de handicap dans les groupes. Je la cite. C'est plutôt ici que tu trouves un lieu où on ne parle pas d'autisme, on ne parle pas d'handicap du tout, jamais. Et moi, je ne vois pas du tout ce que ces enfants ont un handicap. C'est pour ça que je suis en grande opposition. Parce qu'en France, on parle beaucoup d'handicap. Ils mettent vraiment même les Asperger dans le handicap. Moi, j'aime pas du tout ça. Je trouve même qu'ils sont fascinants, les Asperger, qu'ils ont vraiment des choses à dire très intéressantes, toujours, qui ont un autre fonctionnement de pensée, bien sûr. Et je veux vraiment encourager tous ces côtés, tous leurs talents, pour qu'ils puissent arriver à s'intégrer, à trouver des copains. Donc, Angeliki appuie cette non-mobilisation du terme de handicap, notamment sur le fait que, selon elle, je cite encore, les Asperger ne sont pas handicapés, je vous ai dit. Les autistes avec un déficit intellectuel, oui. Mais moi, je n'aime pas du tout ce mot-là, handicap. Elle instaure ainsi, dans son discours, une division entre des personnes autistes déficientes et donc handicapées, et des personnes Asperger, non handicapées, mais autrement intelligentes et talentueuses. Ciblant les personnes Asperger, elle rejette ainsi le handicap et toute la partie du spectre de l'autisme qui appartiendrait à cette catégorie. Finalement, elle prend également cette distance avec Asperger, car selon elle, le diagnostic ne dit rien, à la fois car ce qui compte est la personnalité de la personne, mais aussi parce qu'elle remet en doute certains diagnostics effectués par ses collègues. Au-delà des discours, il est très intéressant de voir comment ce rapport au diagnostic prend place dans les groupes avec les enfants. À ce propos, un extrait d'observation est très intéressant. Lors d'un groupe de jeunes collégiens, Pierrick est largement pris à partie par les autres, sans réaction des psychologues. Théo limite et répète tout ce qu'il dit. Boris le coupe plusieurs fois en affirmant que ce qu'il dit n'est pas très intéressant. Quand Angeliki, la directrice, demande à ce qu'on pose des questions sur sa semaine à Pierrick, Boris prend la parole et dit quelque chose comme « on dirait que t'es un peu fou dans ta tête ». À ce moment-là, pas de réaction des psys. Pierrick répond « je te demande pardon » et Boris réplique « il dit des choses pas très intéressantes ». Alors Nicolas enchaîne en parlant de Pierrick à la troisième personne, en évoquant sa maladie. Angeliki réagit tout de suite, il se reprend en parlant de handicap. Et Angeliki, cette fois-ci, prend fermement la parole. Ici, personne n'est malade ou handicapé. Vous avez juste besoin d'aide pour les relations sociales. Nicolas cherche à se justifier en disant qu'il est bizarre et étrange, que c'est ce que disent également ses parents. Angeliki lui dit alors qu'elle parlera avec ses parents, mais que ce ne sont pas des mots qu'elle peut entendre dans le groupe. Si on pourrait expliquer ce refus de diagnostic, de l'enfermement dans une case au sein des groupes, avec la volonté de ne pas parler de handicap, par une vision portée sur l'école ordinaire, où les enfants doivent être en capacité de jouer comme les autres dans la cour de récréation, et de ne pas être marginalisés par un diagnostic, on peut saisir ce rapport aux catégories par le prisme de la classe sociale. Comme nous l'avons précisé auparavant, le cabinet prend place dans un quartier très aisé. Il est particulièrement coûteux, plus de 300 € par mois pour 1 heure et demie par semaine. De plus, tous les parents dont nous avons appris le métier étaient de classe sociale supérieure. Ingénieurs, cadres dans un ministère, etc. Il vous reste 3 minutes. D'accord.
la non-référence à l'autisme, la mobilisation de manière répétée à une autre catégorie qui est haut potentiel intellectuel, ou encore le refus de distribuer un document d'information aux parents, car le nom de notre recherche comporte le terme autisme, peuvent évoquer le travail de Ludwig Igné, qui définit l'identification des enfants comme la façon dont ils sont définis en société, c'est-à-dire la manière publique, légitime, de connaître et de reconnaître leur état singulier, leur situation particulière, leurs propriétés éventuellement distinctives. Il explique ainsi que les familles les plus favorisées se distinguent par leur capacité de contrôler, plutôt que de subir, la façon dont leurs enfants sont socialement définis, et donc orientés vers tel ou tel cadre de socialisation. Les familles aisées ont ainsi une facilité à pouvoir maîtriser l'identification de leurs enfants, notamment en choisissant des professionnels et des interventions qui permettent une production positive de celle-ci. Gommer les références au handicap fait ainsi partie de ce processus, tout comme recruter via le syndrome d'Asperger, tout en taisant son nom en situation. Pardon. Pour conclure, les services de pédopsychiatrie tentent donc à renforcer les catégories psychiatriques en insistant sur l'identification à l'autisme. Le discours sur l'autisme est très individuel. Il s'agit d'identifier les compétences et les difficultés de chacun et de positionner les limitations sur l'individu. L'autisme ainsi construit comme leur difficulté dans une vision qui s'inscrit dans un modèle médical du handicap et non comme un manque d'adaptation de l'espace social. L'autisme est ainsi bien perçu comme une catégorie psychiatrique et un trouble et non comme une communauté identitaire. Il s'agit de nommer un trouble qui peut apporter des compétences, mais surtout des difficultés qu'il faut savoir à la fois identifier et atténuer. Dans le cabinet libéral, l'absence de référence aux catégories correspond, lui, de fait à une place spécifique dans l'espace social, de refus de l'institution psychiatrique, pour promouvoir une identité plus axée sur les compétences, la figure du génie, avec d'importants liens avec la catégorie de potentiel intellectuel, de nombreux enfants des groupes du cabinet étant dans le même temps scolarisés dans une école spécialisée pour le potentiel intellectuel. L'objectif est ainsi de plaire à une population aisée qui cherche à choisir et à modeler des catégorisations jugées acceptables pour leur enfant. La disparité des approches s'explique ainsi par des positions dans un champ de l'autisme à tenir et à renforcer. L'espace psychiatrique cherche à maintenir sa place en tant que pourvoyeur de diagnostic et légitime ainsi la catégorie d'autisme comme facteur de compréhension des individus. Le cabinet libéral s'inscrit dans une posture plus souple vis-à-vis des catégories, ce qui permet de contenter un public spécifique, socialement situé. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais les quelques 500 personnes de l'amphithéâtre que vous ne voyez pas ont applaudi. Et nous allons pouvoir maintenant passer aux questions. Donc, on va passer le micro. Si jamais vous n'entendiez pas bien, Monsieur Primerano, je referai la traduction. Donc, y a-t-il des questions dans l'assistance ? Le temps que les gens réfléchissent à une question. Moi, je voulais savoir par rapport à votre travail, se pose en fait la question pour un certain nombre de parents et de familles. Alors, je ne travaille pas dans le champ de l'autisme, mais on peut aussi constater ça en termes de catégorisation, ce que vous dites bien. Certains souhaitent absolument pouvoir mettre une étiquette soit à leur enfant, soit l'enfant lui-même souhaite savoir ce qu'il a pour pouvoir expliquer en fait comment il fonctionne. Et à l'inverse, ce que vous dites, c'est le fait est que certains disent si jamais on me pose une étiquette ou un diagnostic, eh bien, je vais être... mon identité va ne se limiter qu'à cela, sauf que pour nous, en termes de thérapie et de projets de soins, il est des fois compliqué à accompagner des familles ou des enfants quand on a du mal à poser cette étiquette. Je m'explique, et je pense que ce matin, ça a aussi été exprimé par une maman. De temps en temps, quand on est face à des enfants en situation de handicap, la question qui se pose, c'est la question du diagnostic. Et initialement, c'est pourquoi mon enfant, ou pourquoi en tant qu'enfant, je suis comme ça et je fonctionne comme ça. Et tant qu'on n'a pas posé ce diagnostic, on n'arrive pas à avancer sur le projet. Est-ce que vous, dans vos recherches avec les différents cabinets, vous avez pu évoquer ce questionnement de la catégorisation pour construire un projet ? En fait, je pense que ça
a observé l'enjeu de la catégorisation et de la même manière l'enjeu du projet est assez différent. Je pense que dans les hôpitaux psychiatriques, c'était effectivement, dans les services de pédopsychiatrie, c'était effectivement assez fort. Il y avait cette idée que le projet était relié à l'autisme. Il y avait par exemple la mère d'un des jeunes qui avait du mal à assimiler l'autisme et le jeune qui ne s'identifiait pas à la catégorie d'autisme. Les professionnels faisaient un très gros travail pour dire si c'est de l'autisme, il ne se rend pas compte, mais toutes ces difficultés sont liées à ça. Et c'est à partir de là qu'on pourra faire un projet. Dans le cabinet libéral, c'était pas la question parce que je pense que certains n'avaient pas forcément fait les démarches diagnostiques. Souvent, ils étaient diagnostiqués potentiellement autisme, mais aussi au potentiel intellectuel. Et pour le projet qui était de toute manière, la psychologue du cabinet libéral, elle refusait qu'un jeune soit accompagné dans un hôpital psychiatrique. Sa première démarche était de dire aux parents qu'elle rencontrait: sortez votre enfant des institutions médico-sociales ou psychiatriques. Le seul truc qui compte, c'est la scolarisation. Alors, la scolarisation ordinaire, mais comme je disais, en école privée spécialisée dans le potentiel intellectuel, ça marche aussi. Donc, très souvent, c'était dans des établissements privés. Mais voilà, sortez des institutions, sortez de la psychiatrie. Moi, je vais m'en occuper, moi, je vais le prendre en charge. On n'a pas besoin des catégories. De toute manière, c'est des génies incompris et on va faire ce qu'il faut faire. Et c'est vrai que dans les autres espaces, certaines associations vont proposer des groupes d'habilité sociale, mais sans les rattacher à des projets. Et d'ailleurs, les personnes qui vont animer ces groupes, ça peut être des art-thérapeutes, des animateurs. Et donc, c'est une activité qui n'est pas forcément mise en lien avec le reste des projets. Donc, voilà, c'est des situations qui sont très variables et qui ne sont pas toujours rattachées au projet de soins, notamment parce que dans les groupes d'habilité sociale, certains refusent les terminologies de soins et de thérapie. Une grosse association parisienne, les psychologues m'expliquaient, nous, on ne fait pas du tout de soins, nous, on veut qu'ils se retrouvent entre eux, qu'ils se fassent des amis, etc. Donc voilà, les situations sont très variées, je pense. Merci beaucoup. Alors, on va prendre 2 questions. Une première question dans la salle. Je voulais savoir si vous aviez travaillé sur les associations qui regroupent ces gens qui sont catégorisés autistes et qui, eux, se revendiquent comme étant à part, supérieurs. Il y en a en particulier un certain nombre dans les pays nord-américains. Est-ce que vous avez travaillé sur ces associations ? Vous avez entendu, la question était de savoir si vous aviez travaillé sur les associations de patients ou de personnes autistes qui se revendiquent plutôt en étant à part avec supérieurs. Alors, pas spécifiquement sur un véritable projet de recherche. Après, effectivement, il y a un mouvement qui se développe aujourd'hui de plus en plus, notamment en France, d'associations de personnes concernées, donc de personnes autistes qui souhaitent parler en leur nom. Je ne suis pas sûr que ça veut dire qu'ils se considèrent comme étant supérieurs. Et je pense qu'il y a certains de ces mouvements aux États-Unis, autour plus de la catégorie d'Asperger d'ailleurs, mais non, je ne pourrais pas forcément en dire grand-chose. Non, je n'ai pas travaillé directement dessus. Merci beaucoup. Une dernière question. Oui, alors j'ai bien compris que les catégories sociales les plus aisées avaient la possibilité de choisir les professionnels qui allaient prendre en charge leurs enfants et ainsi donc contrôler en quelque sorte le diagnostic. Mais comme vous avez étudié les 2 lieux, un lieu privé, un lieu public, je me demandais s'il s'agissait des mêmes enfants finalement. Est-ce que dans le cabinet libéral, vous avez retrouvé des patients autistes très déficients enfin, voilà, est-ce que les enfants que vous avez vus à l'hôpital psychiatrique étaient les mêmes ? Alors, en fait, dans de nombreux groupes d'entraînement aux habilités sociales, et d'ailleurs c'est le cas que ce soit à l'hôpital psychiatrique, au cabinet libéral ou même dans certaines associations, il y a une très forte sélection et en fait, c'est vrai que j'en ai pas parlé parce qu'il fallait faire des choix, mais ils ne vont accueillir que des personnes qui vont estimer comme n'ayant pas de déficience intellectuelle, un niveau, un QI assez élevé, pas beaucoup de troubles du comportement. Donc il y a une très grosse sélection qui est faite à l'entrée, quels que soient ces groupes, en tout cas dans ceux que j'ai présentés aujourd'hui. J'ai observé des EHS en IME,
qui du coup était assez différent puisqu'il s'adressait à un public effectivement qui avait une déficience. Par contre, pour ce qui est de la question de la classe sociale, les personnes étaient beaucoup plus aisées effectivement dans le cabinet libéral qu'à l'hôpital psychiatrique, même si on n'a pas vu une surreprésentation de personnes de classe populaire à l'hôpital psychiatrique. Mais j'avais pu faire la comparaison avec un groupe d'une association où il y avait aussi une certaine sélection qui était faite. Et d'ailleurs, l'animatrice de l'association, qui connaissait par ailleurs le cabinet libéral, disait qu'un certain nombre des choix qui étaient faits, par exemple des groupes une fois par mois et non une fois par semaine, étaient très liés au fait que les personnes qu'elle accueillait dans l'association étaient beaucoup moins aisées et que donc ils ne pouvaient pas payer le même prix que dans le cabinet libéral. Et donc il y a des enjeux qui se jouent sur quand même les catégories et les classes sociales des individus dans l'accès au groupe et dans le contenu qui est proposé. Oui, merci beaucoup. En fait, vous soulignez ce qui est assez connu de plus en plus dans le champ du handicap sur le versant santé, c'est que le fonctionnement d'un enfant en situation de handicap dépend aussi beaucoup du fonctionnement de ses parents et de, malheureusement, les diplômes et la classe socio-professionnelle. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Primerano.